Galaxy S10 face à l'iPhone XS, nous les avons comparés. Le nouveau fleuron de Samsung va-t-il trouver sa place, bousculé par un Apple toujours plus haut de gamme et des concurrents chinois qui cassent les prix? Est-il, oui ou non, le meilleur smartphone sous Android? Peut-il faire oublier iOS et ringardiser l'iPhone XS? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42 l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouvez nos 325 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Ce site, c'est aussi le vôtre, il est ouvert à vos idées d'articles. Si vous souhaitez prendre la plume, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne pour être publié. Et merci, un grand merci à Raphaël Mercier, notre grand ordinateur qui supervise le site, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau. On va ralentir le débit, on va se calmer, on est un peu speed en début d'émission. Notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Il est tout excité parce qu'il est entouré de... Combien il y a de smartphones au mètre carré là? Au centimètre carré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va. Voilà, on va résumer ça avec Anne qui est également en plateau, le fondateur de Journal du Geek, qui connaît par cœur aussi bien l'iPhone que les Galaxy de Samsung. Donc Anne Fan, bonjour Anne. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va bien, qu'est-ce que tu nous as amené? Je vous ai amené justement les Allez, S10. montre-les-nous, allez. Oui, d'accord. On les Je a suis encore un peu timide pour Ouais, ça. ouais. Donc voici les S10 et S10 Plus. Voilà, et on va essayer de comparer à l'iPhone XS Max que tu as à côté de toi. Et en duplex depuis San Francisco, le cofondateur d'Hubert Gizmo qui a eu la chance d'avoir en main le Galaxy S10 depuis 2 semaines, c'est ça Hubert? À peu près 2 semaines, oui. Hubert Nguyen d'Hubert Gizmo qui va encore se coucher tard cette semaine. Il est quelle heure à San Francisco? Il est 3h du matin. Voilà, il est encore désolé de te faire coucher si tard. Enfin, notre community manager Florian Chambol. Bonjour Florian. Bonjour Olivier, alors moi je suis pas en duplex de San Francisco, je suis en duplex de Rouen, mais voilà, on fait avec. Ouais, c'est bien aussi la Normandie, tu veux nous parler un petit peu. Il y a beaucoup de réactions, ça a beaucoup trollé autour de Face ID, notamment la question qu'on vous a posée cette semaine, le sondage, on y reviendra tout à l'heure. Retour donc au sujet principal de cette émission, à savoir le Galaxy S10 face à l'iPhone XS, et on commence par le design. Design, finition, Samsung monte en gamme avec ce nouveau modèle au vu du design et du niveau de finition. Vous êtes tous d'accord avec ce fait que Samsung est vraiment au niveau d'Apple? On va peut-être commencer avec Anne en plateau qui étrenne les deux modèles. Si on les compare, à gauche le Galaxy et à droite le Samsung. Encore une fois, il y a encore un gap cette année en termes de qualité chez Samsung. Hein. Au niveau de l'écran, ne serait-ce qu'au niveau de l'écran, on sait que Samsung est quand même très très fort au niveau des écrans et on a vu dernièrement les notes d'un site quand même qui est assez connu, qui est DisplayMate, qui pour eux est quasiment le meilleur écran. Et en fait, chaque année, c'est la même chose. Que ce soit les S ou les notes, à chaque fois, c'est le meilleur écran de l'année, blablabla. Ouais, sachant que c'est l'un des principaux fournisseurs au monde, dont Apple. On reviendra tout à l'heure sur l'écran, mais sur la qualité de fabrication. On a vu au fil des années Samsung monter en puissance, abandonner il y a 2 ou 3 ans maintenant, même 4 ans, le plastique pour de l'aluminium et du métal. Et là, on est vraiment dans les codes d'Apple et au même niveau de finition. On est d'accord sur ce point-là. On l'a là-dessus depuis le S8 quasiment. On sait que Samsung est devenu une marque premium à part entière. Ils ont suivi aussi la même marge de prix, etc. Et c'est vrai qu'en termes de design, quand on voit les deux, quand on fait un petit sondage comme ça dans le public, dans la rue, etc., je pense que le public ne fait plus trop de différence entre les différentes qualités. Ouais, Stéphane, de ce côté-là, Apple a de plus en plus de mal à marquer sa différence. L'ensemble des constructeurs reprennent les codes du design d'Apple et au-delà, souvent même font fabriquer au même endroit par les mêmes fournisseurs qu'Apple. Hein. De toute façon, Apple, le jour où ils ont sorti l'iPhone en 2007, c'est vrai qu'ils ont un peu surpris tout le monde. Cette anecdote, je l'ai racontée pas mal de fois, mais c'était les gens de chez Nokia qui étaient dominateurs à l'époque en sortant jusqu'à plus de 50 modèles par an pour pouvoir correspondre à toutes les cibles, sachant qu'Apple n'en sortait qu'un. Ça pouvait paraître un peu anachronique tout ça, et eux ils ont regardé le téléphone la première fois qu'ils ont eu l'iPhone, ils l'ont regardé comme ça et il y en a juste un seul qui a eu l'idée d'appuyer sur le bouton central et allumer, il dit mince, la différence elle est à l'intérieur. Donc, oui, ils ont surtout dit tiens, il n'y a pas de clavier. Il y avait de clavier, etc. Et donc pour eux c'était ça, et donc en gros ils ont été les leaders pendant longtemps et les autres ont fini par suivre. Après il y a eu les premiers bord à bord qui ont été faits par Xiaomi et Apple a suivi après. Oui, mais après Samsung également. Etc. Mais aujourd'hui, moi, il me semble que Apple n'est plus le leader depuis bien longtemps. Sur ça, les leaders sont soit Samsung, soit les constructeurs chinois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont depuis plusieurs années. Malheureusement, encore là, ils en prennent encore un. On va poser la question à Hubert à San Francisco. Tu as été surpris par
les progrès, encore une fois, en matière de Samsung, en matière de qualité de fabrication, ils étaient déjà présents dans les précédentes versions, sachant que celui-là monte encore en gamme avec une version très haut de gamme, avec un dos en céramique. Hein, c'est ça, Hubert? Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec Stéphane. En fait, ça fait un moment, moi personnellement, à partir du Galaxy S6 Edge, j'ai trouvé que Samsung avait pris pas mal d'avance. Et là, avec la gamme S10 de cette année, ils arrivent à étendre pour offrir un truc de qualité à tous les points de prix, en incluant la version céramique. Moi, j'ai vachement aimé le phone le Mi Mix 3 de Xiaomi qui était en céramique. Et aussi, dans les tests précédents, on s'est rendu compte que les phones céramiques, souvent, ils étaient moins prônes à casser si tu les lâches sur du béton. Bien sûr, par rapport au verre. Et l'avantage du céramique, comme le verre, donc ça laisse passer les ondes, bien sûr, et au-delà, pour la recharge sans fil, c'est compatible, c'était un point important. On attendait la céramique chez Apple, notamment, puisque Apple avait expérimenté, souvenez-vous, ce matériau, ou ce matériel, je ne sais pas comment on dit, sur les Apple Watch, et puis finalement, il n'est pas arrivé. Il y a énormément de rumeurs, également d'une vitre en céramique ou en saphir artificiel qui n'est jamais arrivée, comme quoi les constructeurs coréens et chinois mettent les bouchées doubles de le tout et waterproof, IP68, on le disait, donc c'est des choix pas faits par hasard. Non seulement ça charge sans fil, mais il y a une nouvelle fonctionnalité. Je ne sais pas si tu as ici ton fil et le casque. Mais dans mon sac. Bon, on va aller les chercher. C'est l'arrivée du PowerShare, c'est-à-dire la fonctionnalité de charge inversée, la faculté de recharger sans fil un autre appareil. Tout à fait. Alors, on va pouvoir le faire avec voilà. Exactement. Alors il faut juste savoir que c'est pas eux les premiers. Hein. Les premiers qui sont arrivés, c'était Huawei avec le Mate 20 Pro, et c'est une fonction que là où Samsung pousse la chose beaucoup plus loin, puisqu'effectivement ils ont pensé à tout l'écosystème, donc leur nouvelle montre connectée, leur nouveau Galaxy Bud, ce qu'aurait dû être les AirPods en vrai, et bien effectivement on a juste à poser son smartphone même le soir, et à partir de là on recharge à la fois son smartphone, à la fois ses écouteurs, tout ça avec un seul câble. Je trouve ça très très bien. Tu me disais effectivement ils ont lancé une nouvelle version de leur casque sans fil qui lui se recharge en posant directement sur son smartphone. Donc ça marche exactement comme on pense. Il faut juste l'activer. C'est pas un truc automatique parce que sinon, dès lors qu'on poserait n'importe quoi qui se recharge, ça pourrait pomper sur la batterie. D'accord. Et bien là, on lance le PowerShare, on pose son smartphone et on pose. Voilà. On a entendu le petit. Moi aussi, je recharge mes AirPods. Alors oui, mais toi, c'est les AirPods que tu as à côté. Ça fait des mois qu'on attend la version sans fil parce qu'il devait arriver avec le fameux base de rechargement qui n'arrive toujours pas. Comment il s'appelle AirPower. Le AirPower, voilà. AirPower. Donc toi, tu as trouvé une solution, tu as glissé une petite coque avec en silicone. Et là, tu utilises le Huawei pour le mettre. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est apparue d'abord chez Huawei, ça. Et là, je peux charger les AirPods avec... Ouais. Donc en clair, du côté d'Hubert, c'est vraiment une fonction qui a tendance à se standardiser sur l'ensemble des téléphones et devrait logiquement arriver quand Apple sortira ses nouveaux AirPods à la rentrée sur les prochains iPhones, Hubert. Ça semble indispensable. Alors c'est vrai, c'est très pratique pour charger les accessoires. Éventuellement, ça peut porter secours à un phone, mais moi par exemple, ça m'est arrivé de charger un phone dont le port USB était mouillé en utilisant cette fonctionnalité. Juste un truc à savoir, c'est que le chargement du Samsung dans ce mode-là est 2 fois plus rapide que celui du Huawei parce qu'il est à 4,5 watts au lieu de 2 ou 2,5. Ouais, c'est toujours agréable. Mais c'est vrai que ça permet de dépanner un copain, de charger un deuxième téléphone. Donc tu peux charger ton iPhone avec ton Galaxy S10. Ça fait cher le chargeur, mais on n'arrête pas le progrès, effectivement. Qu'en est-il maintenant en termes, pour finir sur l'aspect, les designs et tout ce qui est connexion et connectique? Bien sûr, il y a toujours la possibilité de mettre une, voire 2 cartes SIM. Tout à fait. Par rapport à Apple qui, lui, a fait le choix de la carte virtuelle. Oui. En fait, le truc, c'est un choix. Je pense qu'Apple essaie toujours d'imposer quelque chose pour essayer d'être plus petit, toujours plus petit, etc. Très honnêtement, quand je vois les smartphones des concurrents, je me dis que c'est un peu une sorte de... Je comprends pas trop cette bataille parce que je me dis finalement, quand on voit le petit socle pour mettre les 2 cartes SIM, ça choque pas tant que ça. Ça prend pas de place dans l'absolu. On sent qu'Apple veut aller un peu plus loin, peut-être nous préparer quelque chose pour devenir peut-être un opérateur virtuel, Stéphane, mais on sait qu'en tout cas, l'eSIM, elle est toujours pas active en France et je crois que c'est uniquement aux États-Unis aujourd'hui, quasiment. 9 pays, mais... De toute façon, c'est un problème logiciel et après, c'est un problème marketing. Mais c'est un problème de réseau aussi, de différents opérateurs. Mais en plus, dans ces cas-là, c'est qu'il y a une chose, quand on ouvre une brèche comme ça, la première chose auquel on doit penser aujourd'hui, c'est au hacking.
Et là, les pirates s'en donneraient à cœur joie pour créer des SIM, des fausses SIM, etc., pour brouiller et compagnie. Donc c'est sûr qu'il y a un travail énorme de test qui doit être fait. C'est pour ça que c'est pas un travail anodin que les opérateurs ont. Je sais que Didier m'a dit qu'en Suisse, il y avait 2 opérateurs. Pour un petit pays comme ça, il y a déjà 2 opérateurs qui sont prêts. Oui, mais le réseau il est plus facile à modifier. Peut-être. Non, mais il y a 2 antennes en fait, donc c'est pour ça. Mais non, j'exagère. Il n'est pas là, Didier. Qu'est-ce que t'es méchant. En plus, tu mets ça au sommet d'une montagne et puis c'est terminé. Tu vois, bien sûr, mais c'était que ça, mais c'est logiciel le problème. On le sait bien. Mais c'est vrai que la double carte SIM. Les amis suisses, si vous nous regardez. Ouais. Mais la double carte SIM, et on peut toujours mettre une carte SIM ou une carte SD. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que tu as le choix de mettre pas les deux en même temps, mais la carte SD c'est quand même un gros plus. Un gros plus. Et je tiens à préciser quand même que la version de base des Galaxy S10 c'est quand même 128 Go de mémoire. Ouais. Donc on passe pas de 64 à 256 comme chez Apple. Ouais. On a quand même 128 de base, et 128 c'est quand même ultra agréable et largement suffisant pour, je pense, la majorité des utilisateurs. Ouais, ils ont vraiment bien pricé, on en parlera en fin d'émission, bien marketé en termes de spec, cette machine. Vous allez voir tout au long de l'émission, c'est plutôt bien foutu. Un mot sur l'eSIM avec Uber. On en est où aux États-Unis? Tu as testé ton avis sur le choix technologique d'Apple? Moi, je pense que c'est un truc qui n'était pas une demande des utilisateurs. C'est-à-dire que tu rencontres pas plein de gens qui disent « Oh là là, j'en ai marre de ma SIM physique, il m'en faut vraiment une électronique. Ouais. » Donc, moi, le seul téléphone que j'ai sans SIM, c'est le Pixel 3, parce que je suis sur Google Fi. Mais bon, c'est tout. Ça paraît pas être un truc très important pour la plupart des gens. Voilà, ce qui saute aux yeux pour continuer sur le design, c'est la disparition du capteur d'empreinte digitale qui était sur le Galaxy S9, si tu veux le montrer, Stéphane, était au dos auparavant, derrière. Oui. Face caméra, c'est mieux. Voilà, regarde, voilà. Et on avait tendance à mettre le doigt sur l'objectif. Ouais. Là maintenant, il y est plus. Si tu remontes le dos de celui-là, effectivement, il n'y a plus de capteur. Il est caché derrière l'écran. On y reviendra dans un instant. Dernier point concernant le design, avant de parler de l'encoche, la présence d'une prise jack. Il continue à... Mais comment? Je croyais que c'était dépassé, la prise jack. Mais non, c'est jamais Donc dépassé. Un port USB-C pour la recharge. Oui. Exactement, et la prise jack qui est toujours présente. Donc je sais pas en fait si c'est un troll ou pas vis-à-vis des autres constructeurs. C'est un troll. Parce qu'en fait, l'excuse des autres constructeurs à chaque fois c'était ouais mais on n'a plus de place maintenant. Là il y a en fait non, regardez, c'est toujours la même chose, on a la même capacité de batterie, on a toujours cette prise jack qui est là, qui est présente et qui fonctionne très très bien. Parce qu'en plus il faut savoir que c'est vrai que le DAC des Samsung est quand même très très bon. Le DAC, c'est-à-dire qu'il gère le Hi-Res, c'est ça en natif. Qui gère le Hi-Res et qui gère en fait la conversion numérique vers digital. Vers l'analogique des flux audio. La musique en haute résolution, ce qui n'est pas encore le cas de l'iPhone, si je ne me trompe pas encore, et en tout cas pas d'Apple Music malheureusement aujourd'hui. Une petite réflexion sur le jack avec Uber? Ouais, en fait, il y a 2 choses à savoir. C'est que, quand on a juste le port USB-C, les adaptateurs souvent ne marchent pas sur d'autres phones. Donc, par exemple, moi, j'ai un tas de phones là, qui n'ont pas de jack. Donc, je suis obligé d'avoir un adaptateur par phone quasiment, parce que tu n'es jamais sûr de la compatibilité. Et deuxièmement, ils ont fait, les OEM en Asie ont fait une étude il n'y a pas longtemps. Les gens aiment le jack. Ils le veulent. Et puis, il ne faut pas oublier que Samsung a racheté AKG et JBL il y a quelques... tout le groupe Harman. Tout le groupe Harman, donc ils ont encore l'intérêt à vendre des casques avec un jack, alors qu'Apple semble... l'AKG qui est toujours livré en c'est toujours de l'AKG qui est livré, effectivement, avec Samsung. Le casque AKG qui est livré en standard, qui est un peu meilleur, effectivement. Il est très beau, d'ailleurs, le casque, si vous regardez dans la boîte. Oui, mais la boîte n'est pas là, on le montrera en plan de coupe. Dernier point concernant le design, on le disait en préambule, l'écran du Galaxy S10 n'intègre pas d'encoche. On en parle après la question stockage cette semaine avec notre partenaire G-Technologie. Nous allons répondre à une question toute simple que vous nous posez souvent: comment bien effacer une application sur Mac? Comment effacer une application? Non, pour effacer une application sur macOS 10, il ne suffit pas de la glisser dans la corbeille, puis de la vider. Vous n'avez effacé que la partie émergée de l'iceberg. Une foule de fichiers et ressources sont cachés et continuent à encombrer votre disque dur et votre système. Aussi, pour bien effacer une application, il est nécessaire d'utiliser un désinstallateur. Celui-ci se trouve dans le dossier que vous avez téléchargé pour installer le logiciel. Si vous ne l'avez pas conservé, il suffit de télécharger à nouveau l'application
et de lancer le désinstallateur. Une fois la désinstallation terminée, votre application et toutes les ressources afférentes sont bel et bien supprimées. Cette méthode est simple, mais se montre vite répétitive si vous avez besoin de désinstaller plusieurs applications. Alors, des alternatives existent en téléchargeant des applications de nettoyage de disques. Citons par exemple AppZapper ou encore notre chouchou CleanMyMac. Ce dernier payant est un peu onéreux, mais au vu des services qu'il vous rend pour nettoyer votre disque dur, ce n'est pas cher payé. Comptez ainsi 40 € par an pour une licence. Pour effacer une application avec CleanMyMac, il suffit de lancer l'app et d'analyser votre disque dur. L'utilitaire va vous proposer d'effacer automatiquement de nombreux fichiers inutiles pour vous faire gagner de l'espace disque. Cliquez sur Désinstallateur dans la colonne de gauche et sélectionnez les applications que vous souhaitez effacer. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Désinstaller pour les effacer. Vous savez enfin comment bien effacer une application sur Mac. Retour maintenant au Galaxy S10, c'est plein feu sur son écran. Donc l'écran, la chasse à l'encoche, c'est le moins qu'on puisse dire, pas d'encoche, mais un trou qui est très discrète, qui est révélé par une caméra qui est révélée par un petit trou sur le coin supérieur droit. On en trouve un petit trou, voire deux, en fonction du modèle, le S10 et le S10 Plus. Tu peux nous en dire un mot, Anne ? Alors en fait, ce sont des trous. C'est assez propre quand même ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est très très propre. En fait, une fois qu'on a commencé à utiliser ce genre d'écran, alors ce ne sont pas les premiers. Les premiers, c'était avec la marque Honor et leur View 20 qui était sorti il y a déjà un mois. Ils avaient un trou de l'autre côté. Et là où c'est quand même impressionnant, c'est que autant sur le Honor, c'était un écran LCD, là ils le font avec de l'AMOLED et ils précisent vraiment ils insistent vraiment sur le fait que ce soit une coupe au laser, et quand on regarde le résultat que ça donne, c'est vrai que c'est super précis là-dessus. Alors certains vont dire ouais, mais ça reste gênant dans l'absolu, mais comparé à une encoche comme ici, très honnêtement, je préfère 10 000 fois le trou à l'encoche. Alors c'est aussi un choix technologique, parce que dans l'encoche, il y a effectivement tout le dispositif, la caméra laser qui permet de faire la reconnaissance 3D. On y reviendra tout à l'heure sur Face ID, parce qu'on nous a posé une question sondage cette semaine là-dessus. Mais en quelques mots, est-ce que ça vous a perturbé ou pas du tout ? Au contraire, Hubert, toi qui les traînes depuis 2 semaines, ce petit trou sur le côté droit, est-ce que c'est plutôt bien vu de la part de Samsung ? Oui, je pense. Ouais, moi, je suis d'accord avec Anne. L'encoche, c'est très visible, ça attire l'œil, etc. Et le trou en haut à droite, c'est beaucoup plus discret, etc. Alors évidemment, on peut toujours dire c'est gênant d'avoir un truc dans l'écran, mais est-ce que c'est moins gênant que d'avoir une caméra selfie qui est en fait c'est la seule alternative. Sinon, on part dans des designs exotiques avec la caméra selfie qui sort du body, ou alors il faut un slider. Je pense que c'est la meilleure alternative qu'on a maintenant. Ouais. Voir cacher la caméra derrière l'écran, est-ce que tu penses qu'à terme ce sera possible ? Est-ce que ce serait une voie que pourrait emprunter Apple ? On sait que là, derrière l'écran, il y a un capteur d'empreinte digitale, donc c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'on y va à cette techno ? On entend parler également la possibilité de cacher le capteur photo derrière l'écran. Il y a eu de la recherche là-dessus, mais il y a quand même des gros challenges et j'ai pas vu même un prototype qui marchait. Mais en tout cas, théoriquement, c'est faisable, mais il y a beaucoup d'interférences avec l'écran lui-même. Donc, il faut voir s'ils vont arriver à faire un modèle qui est commercialisable. Ouais. Le S10 Plus donc, a 2 capteurs en façade, donc un peu plus large d'ouverture, pour pouvoir y jouer avec. Il se régale, l'ami Stéphane. Non, je compare le S9 et le S10. Voilà, et pour pouvoir à la fois avoir un mode portrait avec un effet bokeh natif qui ne soit pas logiciel comme aujourd'hui c'était sur la plupart des téléphones. Hein. Exactement. Alors, je veux juste une petite anecdote sur le trou. On n'y pense pas assez, mais ils ont eu l'idée de mettre le petit trou à droite, là où en fait on a des icônes qui ne bougent jamais. Et ça, c'est intelligent parce que du côté de chez Honor, par exemple, ils l'ont mis dans l'autre sens, et c'est là où il y a toutes les notifications, toutes les icônes de notification. Donc du coup, en fait, c'est, je sais pas, en termes de design, et c'est juste quelque chose qui est, je trouve, mal pensé, parce que pour moi, je voudrais avoir toutes les icônes sans avoir un décalage de ces icônes. On a vu que l'arrivée de l'encoche a nécessité une modification du design, Stéphane, d'iOS 12 à iOS 13. Exactement, tous les développeurs qui a poussé sur les côtés effectivement la plupart des choses. Des icônes. Et comme on n'avait pas le matériel, donc on comprenait pas trop comment on devait développer, comment les choses. Donc en gros, on a été un petit peu pris de court à chaque fois qu'on devait développer une appli. Mais plus j'entends ce que disent Anne et Hubert, j'ai l'impression qu'on a le téléphone parfait là.
Il manque iOS. Oui, non, il y a heureusement. C'est Mais tout ce que n'allons j'entends. pas là. trop vite. Il y a quand même un argument quand même qui est celui du prix. Vous verrez, c'est pas évident Oui, non ça, plus. c'est Apple. Par contre, c'est un bon leader pour ça. Ouais, oui, de ce côté, il n'y a pas de problème. Regardez, ça a inspiré pas mal de créateurs de fonds d'écran, y compris Samsung qui s'est beaucoup amusé avec des fonds d'écran qui jouent avec justement les ouvertures. Regardez ces quelques images qu'on a glanées chez nos confrères de Mac Génération, où on voit qu'on peut utiliser le fond d'écran et utiliser le petit œilleton, la petite ouverture pour faire des fonds assez sympas. Revenons aux qualités intrinsèques de cet écran Infinity Screen, puisque c'est son nom marketing, c'est bien trouvé. Donc on n'a pas précisé, donc effectivement sur le S10 on trouve un écran de 6,1 pouces, Oui. donc légèrement plus grand que l'iPhone 16 qui est lui de 5,8 pouces. Sur le S10 Plus, donc un écran plus large, 6,4 pouces contre 6,5 pour le 16 Max que tu as à côté de toi, Tout à fait. Anne. Est-ce que vous avez trouvé que le rendu était comparable, voire supérieur à celui de l'écran OLED de l'iPhone, qui est lui aussi produit par Samsung? Tu as déjà un petit peu répondu, Anne, tout à l'heure en préambule. Ouais. Alors, Est-ce que tu confirmes? en toute honnêteté, je pense qu'il y a une grosse différence avec quand on a des sondes. Là, on est capable de vraiment mesurer les choses. À l'œil nu, je vais être honnête, je pense pas qu'on voit tant de différence que ça. Il y avait une différence qui était marquée chez, vous m'arrêtez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, chez Samsung, ils avaient tendance à saturer beaucoup l'image. Exactement. C'était la marque de fabrique de Samsung. Il semblerait qu'ils soient revenus à des écrans un peu plus neutres, un peu plus équilibrés dans les réglages. Tout à fait. Et que c'était la force d'Apple jusqu'à maintenant. Tout à fait. Ils sont revenus exactement à ce qu'on attendait tous d'un smartphone de gamme, avec une colorimétrie quasiment parfaite là-dessus. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça saute moins aux yeux forcément puisqu'il y a moins de contraste. Mais à l'usage, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir ce type d'écran. Et ils le font depuis quelques années, depuis le S8 je crois. Et je pense que là-dessus, c'est assez unanime, tout le monde apprécie. Donc je pense qu'ils ne vont pas revenir sur leurs anciens réglages. Oui, surtout que c'est un peu la marque de fabrique de la boîte, de fabrication des écrans. Hubert de San Francisco, ton avis, tu l'as depuis 15 jours, cet écran, c'est le meilleur du marché aujourd'hui? Oui, c'est clairement le meilleur du marché. D'abord d'un point de vue côté technique, c'est vrai que visuellement, en fait, tu ne peux pas percevoir le supplément de précision parce que en fait, à partir du Galaxy S9 et du iPhone XS. Ouais. 10S, en fait, 17, ça a dépassé la capacité de l'œil humain à discerner les couleurs. Ouais. Par contre, il y a quand même une différence en termes de sharpness, donc il y a plus de PPI en fait. Donc, en termes de sharpness, comment on pourrait traduire ça en termes de densité. Ouais, oui. Ouais, la densité des pixels. Densité, donc par exemple le S10S, je crois qu'il a 526. Le S10 plus. Non, le S10 tout court, donc le petit, Ouais. il est à 526 contre 456 pour l'iPhone X 10S. Voilà. Donc en clair, on Donc, monte en densité, on monte en précision, et ce qui fait que c'est l'un des premiers écrans de smartphone à être certifié HDR+, à l'instar des grands écrans 4K de télévision, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il a le HDR qui supporte la même chose que les movies, plus le software qui va avec. Bon, un mot, donc si on veut regarder un film, le rendu sonore, j'ai vu très peu de choses. Moi, je trouve que c'est une qualité de l'iPhone 16 qui a un excellent, tu peux me confirmer Stéphane, notamment sur le 16 Max, vraiment un excellent rendu sonore en stéréo avec des basses. J'étais vraiment surpris qu'ils aient encore réussi à améliorer ça. Qu'en est-il du 17, du 10S, par exemple, du 10S, c'est ça, du Galaxy 10S, c'est du S10, moi je vais y arriver. C'est S10 Plus et S10. Ouais. Alors en fait, j'ai essayé les speakers et bon, c'est assez proche. Alors celui du Samsung a un petit peu plus de volume. Je le trouve un tout petit peu meilleur, mais bon voilà, c'est pas le truc qui fera la différence à mon avis. Et puis on l'a dit tout à l'heure, plus de boutons sur la face avant depuis plusieurs générations maintenant. Le capteur d'empreinte digitale est pourtant de retour sur la face avant, mais dissimulé derrière l'écran. C'est une alternative à Face ID. C'est d'ailleurs le thème du sondage de la semaine. Le sondage de la semaine avec Florian, quelle était la question qu'on vous a posée cette semaine sur Twitter ? Alors, le sondage de la semaine, Olivier, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le Twitter de On refait le Mac. Possesseur d'iPhone 10, êtes-vous lassé par Face ID? Souhaitez-vous le retour de Touch ID, mais sous l'écran, à l'instar du Galaxy S10? Vous avez été 491 à voter, quand même. 39% de oui et 61% de non.
effectivement, beaucoup de votes cette semaine. Ouais, ça a pas mal trollé d'ailleurs en disant mais Face ID c'est dangereux, ça peut être piraté alors que c'est pas du tout le cas. Alors rappel des faits, il y a toujours la reconnaissance faciale sur le Galaxy, mais il semblerait, on va en parler dans un instant, qui préfèrent aller vers un autre modèle technologique. Est-ce qu'ils n'ont pas la techno, c'est un autre débat, mais c'est un modèle 2D, donc piratable. Chez Apple, on a fait le choix du 3D qui n'est pas piratable, sauf si vous avez un frère jumeau et encore. Il apprend. On avait fait les tests ici avec des étudiants de 42. Mais on sait qu'à la longue, Stéphane, l'usage de Face ID peut lasser un petit peu parce que effectivement, quand il est posé comme ça, il se déloque pas. Il faut que je fasse ça pour le déloquer. Quand on est en voiture, il n'y a pas le mode paysage, donc c'est pas très pratique pour le déloquer non plus. On sait que ça arrive sur l'iPad. Voilà, quel est ton retour après 6 mois d'usage, presque plus que je dis 6 mois, 1 an et demi maintenant, puisqu'il est apparu sur l'iPhone 10. Est-ce que tu es d'accord avec ce sondage? Il y a un plébiscite encore pour Face ID. Moi, je trouve que c'est améliorable encore. Hein. Bien sûr, mais je pense que c'est une des voies d'amélioration nette d'Apple, et je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises s'ils annoncent des choses disant que ce sera plus rapide, plus sécurisé, plus optimisé, qu'on pourra le mettre partout, qu'on pourra se retrouver, etc. Bien évidemment, quand on le positionne, comme tu l'as dit, le téléphone, parfois ça ne marche pas. Mais comme l'avait dit Cédric dans une précédente émission, peut-être qu'à terme, ils vont dire maintenant, avant on était exclusif sur un système de reconnaissance. Peut-être comme là propose Samsung, on peut multiplier la reconnaissance, on pourrait imaginer le retour du capteur optique, tu penses? Oui, sous l'écran, comme tout le monde. En fait, mais d'une certaine façon, s'ils le font, et comme ça a l'air d'être le cas quand même depuis quelques modèles, Apple est un suiveur de nos amis asiatiques. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce qu'on sait qu'Apple veut imposer les usages, c'est un peu leur marque de fabrique aussi, et n'aime pas trop multiplier. Ta réaction, Hubert, on en avait déjà parlé la semaine dernière, il y a un point important, celui qui fournit le capteur, c'est Qualcomm. Ils ne sont pas en dehors de synthé chez Apple en ce moment, donc ils n'auront pas le capteur. Ils pourraient l'avoir s'ils sont prêts à payer, je pense. Non, mais je suis pas sûr qu'ils veulent le fournir, Qualcomm. On l'a vu pour les puces 5G qui sont disponibles chez Qualcomm, et que tant que le problème judiciaire, il y a un procès en ce moment entre Apple et Qualcomm n'est pas réglé, il n'est pas question de livrer Apple, et on peut les comprendre. Bon, ça, il faudra leur demander, mais en tout cas, moi, mon avis, c'est que en tant qu'utilisateur, je veux toutes les options, sauf s'il y a des inconvénients majeurs. Donc, par exemple, si le fingerprint ultrasonique c'est invisible, pourquoi pas. Le face unlock sécurisé, moi j'aime bien. Et donc, même s'il y avait d'autres options, même en rajouter un à l'arrière, ça me dérangerait même pas non plus forcément. Non, Puis réaction de Florian qui a organisé le sondage. Toi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que tu penses des choix qu'impose Apple aujourd'hui? Est-ce que ça te convient? Écoute, moi très franchement, j'ai aucun problème. Alors pour l'instant, j'en suis encore qu'à l'iPhone 6, donc j'ai quelques générations de retard, mais comme il fonctionne toujours très bien, pas de souci. Mais pour un usage pro, j'ai un téléphone qui a la détection de visage et le fingerprint. Et qui n'est pas un iPhone, vous l'aurez bien compris. Et qui n'est pas un iPhone, mais qui est un Honor. Ouais. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Et honnêtement, à mon sens, ça pose pas de problème. Moi, j'ai aucun souci à utiliser le déblocage par reconnaissance visuelle dans le cadre du boulot, notamment parce que des fois le téléphone te sert de GPS, et que de temps en temps, quand tu en as besoin, c'est quand même bien pratique de déverrouiller ton téléphone juste avec la reconnaissance faciale. D'accord. Alors Samsung semble avoir renoncé à rattraper Apple au registre de la reconnaissance faciale 3D, en tout cas cette année, et préfère miser à fond sur le capteur d'empreinte digitale dissimulé derrière l'écran. Quelle est donc la meilleure solution? Nous y répondons dans ce prochain chapitre. Capteur d'empreinte digitale face à Face ID, alors comment ça marche? Samsung n'est pas vraiment le premier constructeur à proposer un capteur sous l'écran, Anne. Non, pas du tout. Le premier, en fait, c'était Huawei. Ouais. Quand ils avaient annoncé le P30 et P30 Pro, ils avaient fait une version Porsche Edition, Porsche Design Edition, et ils avaient justement intégré ce fameux capteur sous l'écran. Sauf que c'était les premiers capteurs donc, qui fonctionnaient justement avec... c'était des capteurs optiques. Donc en gros, pour faire simple, ils avaient besoin d'éclairer fortement l'écran là où il y a le capteur pour pouvoir avoir le relief de l'empreinte digitale. Voilà. Donc depuis ils ont progressé. Depuis ils ont progressé. On a vu sur le OnePlus notamment. Le OnePlus avait la même technologie, le Mate 20 Pro avait exactement la même technologie ici. Et puis Samsung arrive justement avec leur nouvelle technologie
qui leur n'est pas appartient, optique. qui n'est pas optique et qui a ultrasons. Donc en fait, voilà, ce sont des ondes qui parcourent l'écran et qui vont pouvoir analyser justement le relief de son empreinte. Tu es sûr qu'il leur appartient parce que j'ai cru lire que c'était un composant Qualcomm. Hein. Non, mais qui leur appartient dans le sens où ils sont les premiers, effectivement. D'accord. Donc en clair, il réalise comment ça marche, Hubert. Ça réalise un scan de l'empreinte, mais avec tout simplement avec un ultrason où c'est un modèle plus capacitif sur l'iPhone. C'est pas du tout la même technologie du temps de Touch ID. Non, oui, ça c'est complètement nouveau. C'est en fait, en gros, ça marche comme une échographie. Donc, ils vont faire un modèle 3D de ton empreinte digitale avec beaucoup plus de marqueurs. Donc, c'est beaucoup plus précis qu'une empreinte 2D et très très dur à faker. D'accord, donc c'est encore plus, en termes de certification de qualité, de sécurité, plus poussé que les versions optiques ou les versions capacitives qu'il y avait sur l'iPhone notamment. Alors, qu'en est-il de la réactivité ? J'ai lu lors des premiers tests que ça manquait un petit peu de réactivité. Il y a une mise à jour, je crois, qui a été déjà proposée par Samsung. Hubert. Alors, moi, mon expérience, c'est que c'est plus rapide qu'un lecteur optique dans l'écran, mais c'est moins rapide qu'un vieux truc comme sur le Pixel de voix, qu'un capacitif. Comme Touch ID. L'avantage, lors des démos de Samsung qu'on a vu ce matin, parce qu'il vient juste d'arriver en France, contrairement aux États-Unis où tu l'as depuis 15 jours, Vénard, Hubert, c'est qu'on peut donc l'utiliser même les mains mouillées, ça c'est étonnant. Exactement, on a fait les tests et là-dessus, il n'y a pas photo. En gros, comme c'est un capteur optique, si on mouille ses mains, il y a de l'eau au niveau du relief et à partir de là, ça trompe le capteur, ce qui n'est pas le cas avec l'ultrason. Voilà, on manque un petit peu de recul. Ça marche à tous les coups, vraiment Hubert, ou il faut s'y reprendre parfois à plusieurs reprises ? Écoute, des fois, il peut y avoir des ratés, mais d'une manière générale, ça marche très bien. Ouais, donc ce qu'il faut, c'est qu'il y a une petite fonction sur le Samsung qui fait apparaître une empreinte sur le Home, voilà, pour bien positionner l'écran, le doigt au bon endroit pour pouvoir choper le capteur à ultrasons. Donc on comprend du coup dès lors pourquoi il n'y a plus d'encoche ou il n'y a pas d'encoche sur ce modèle, contrairement aux concurrents et celui d'Apple notamment, parce que Samsung a renoncé donc plutôt à aller à la guerre technologique sur la reconnaissance faciale 3D. Et voilà, et on peut penser qu'ils vont peut-être revenir les années suivantes, peut-être qu'on va voir dans les années qui viennent si on pourra cacher ces composants, si on pourra les réduire en taille ou les cacher derrière l'écran. C'est la question que l'on se pose. À propos de questions, justement, habile transition, on parle de vos questions Twitter cette semaine. Quelles sont les questions Twitter cette semaine, Florent ? Pas tellement de questions, mais plutôt des réactions. Beaucoup de réactions sur justement les usages de Face ID, le retour de ce possible capteur d'empreinte digitale sur l'iPhone. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Si tu peux résumer ça en quelques mots. Alors effectivement, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Bon, moi cette semaine j'ai retenu une question Twitter qui était vraiment libellée en tant que telle, mais effectivement le sujet est clivant pour le coup sur Twitter. Certains trouvent que ça sert à rien, d'autres trouvent que au contraire c'est bien utile. Donc voilà, il y a vraiment un clivage. La question Twitter de la semaine que du coup j'ai pu extraire de tout ça, c'est une question de @lanois du 24. Quelle que soit la qualité du hardware de Samsung, pas de iMessage, de FaceTime, de handoff, iOS est-il au-dessus ? Alors c'est vrai que c'est un point important et qui fait que, heureusement, iOS, on en parlait tout à l'heure, il est toujours là. C'est l'un des principaux freins d'adoption aujourd'hui d'un utilisateur de Mac, d'iPhone et d'iPad, Stéphane, pour switcher vers Android, parce qu'effectivement, même si on a un compte Google et qu'il est facile de retrouver ses pénates, c'est le principal argument d'Apple de maîtriser le software et le hardware et ses services. On va en reparler, mais voilà, c'est quand même assez pratique. C'est sûr qu'iOS, pour ceux qui l'ont depuis des années, ils ont du mal à passer. Je parle juste d'un exemple typique. Pour moi, ce qui est rédhibitoire, c'est le clavier. Quand je tape d'une certaine façon sur l'iPhone, j'ai aucun problème. Sur un Android, je dois systématiquement revenir en arrière, j'appuie jamais comme il faut, etc. Et donc rien que ça, comme on tapote beaucoup sur nos appareils, c'est quand même d'une certaine manière rédhibitoire. La consommation d'appli est beaucoup plus importante sur iOS que sur Android, alors qu'on a beaucoup plus de ventes d'Android. C'est pas un hasard, je suis pas le seul, je pense, dans ce cas-là. Et je le répète souvent, un jour, peut-être, quand on arrivera à hacker... Tu vas installer iOS sur un Samsung. Sur un Samsung, on va voir ravi. ça. Bon, je serais ravi. Voilà. Je ne sais pas comment on va annoncer ça à Apple. Anne, c'est vrai quand même que Google a fait d'énormes programmes pour Android en matière
d'interface, on l'a vu au fil des années, en matière d'ergonomie. Les gestes déjà sont déjà beaucoup plus proches. On passe d'un iPhone à Android de manière quasiment transparente puisqu'il n'y a plus les boutons. Mais il y a encore une différence, tu trouves, toi qui utilises les deux? Alors moi qui utilise deux, effectivement, comme disait Stéphane, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses sur iOS qu'on peut pas encore changer. Pour moi, la seule limite qui fait que j'utilise en vrai beaucoup iOS encore, c'est que il y a des applications. Effectivement, tout est mieux optimisé sur iOS, il faut le reconnaître, il n'y a pas à le dire. Il y a iMessage. Ma famille utilise des iPhones, donc à partir de là, les faire switcher petit à petit sur WhatsApp, c'est pas gagné non plus. En revanche, il faut quand même comprendre, c'est de savoir jusqu'où les constructeurs du côté d'Android peuvent aller. J'ai vu la semaine dernière au MWC une présentation de Huawei avec leur Huawei Share, et je me dis mais c'est quelque chose qu'Apple aurait dû sortir depuis tellement longtemps, cette synergie entre un Windows et Android. En gros, on prend ta photo, tu la poses près de ton truc, tu poses près de ton ordinateur, c'est switché automatiquement. Tu fais un copier-coller sur ton ordinateur, il est reconnu sur ton smartphone. A priori, le iOS, le macOS le font, ça déjà. Alors, les copier-coller, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Ouais, ça marche pas très bien. Ça marche même quasiment jamais. Mais c'est quelque chose comme ça qui mais ça, alors, les deux, je pense que les deux sont tous en phase bêta, etc., et que c'est un peu dispatché du côté d'Android. Mais j'espère qu'un jour, on arrivera justement à voir ça. L'avis d'Hubert de San Francisco, l'écosystème, c'est la force d'Apple. On sait que maintenant, ils veulent vraiment axer leur stratégie, leur développement autour des services, qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils ont du retard en termes de qualité de service. On le voit par exemple avec le copier-coller qui est parfois un peu, voire souvent défoyé entre un Mac et un iPhone. Ton appréciation par rapport aux différences entre iOS et Android, Hubert? Oui, je pense qu'Apple a clairement le meilleur réseau en fait. C'est très difficile pour les gens de switcher. Enfin, ça dépend de leur niveau d'utilisation. Quelqu'un qui utilise un iPhone pour faire que des choses très basiques peut switcher facilement. Mais c'est vrai que quand tous tes copains sont sur iMessage, c'est assez embêtant de changer. Donc ça, c'est vraiment un problème de réseau en fait. C'est pas vraiment un problème de hardware ni de software. D'écosystème plutôt que. Tu sens que tu fais la traduction de l'anglais en français, mais c'est plutôt écosystème. Ah oui, c'est vrai. Place maintenant au plat de résistance de cette émission, à savoir la photo. Samsung s'est toujours montré meilleur qu'Apple sur ce registre. Le verdict d'Hubert dans un instant. La guerre des photophones est lancée côté photo. Samsung a fait fort cette année. Encore Hubert, avec au dos de l'appareil 3 objectifs contre 2 pour l'iPhone. Donc on trouve un grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels. Pour l'instant, on reste un petit peu également toujours dans les canons de l'iPhone, mais surtout à l'arrivée d'un ultra grand angle de 16 mégapixels. Voilà, donc c'est là la principale différence et ça change tout, Hubert. Oui, voilà, enfin, si tu veux, avant, par exemple, le Galaxy Note 9 était très proche, mais légèrement inférieur à l'iPhone en photo de jour. En photo nuit, il était meilleur. Et en fait, avec l'addition du grand angle sur le S10, nous, notre test, donc s'appelle Uber G Camera Score IQ. Ouais, vous avez créé un système de notation des caméras, des photophones, dont tu nous avais parlé la semaine dernière déjà. Voilà, donc dans nos tests objectifs, nous ce qu'on voit, c'est qu'il y a une légère amélioration de jour et du zoom et dans les conditions de nuit par rapport au Note 9. Mais l'addition de l'excellent ultra-wide fait que c'est ça qui fait qu'il passe devant tout le monde. Alors concrètement, tu as publié différentes photos où on peut comparer et regarder ces images, les clichés pris avec l'iPhone 10S et les clichés pris avec le Galaxy S10 Plus, c'est le modèle avec le grand format. Donc en grand jour, en lumière, je dirais 2 jours, face à l'iPhone 10S, il est meilleur, c'est clair. On le voit sur ce cliché-là. Oui, alors en fait, l'iPhone 10S a des qualités différentes, c'est-à-dire qu'il est très bon à préserver la texture des choses. Ouais. Il ne fait pas trop de filtres. Je pense que c'est un truc que les utilisateurs d'iPhone apprécient beaucoup. Le S10 a souvent des images un petit peu plus claires et une exposition qui est différente. Et le OnePlus 6T, qui est aussi bon, en tout cas en termes de points, fait des images plus claires parce qu'il a une meilleure résolution et qu'il sait en profiter. Par contre, parfois, il a des photos qui sont un petit peu surnaturelles. Il y a une photo où on voit que tu as zoomé dans l'image. On voit une nette différence cette fois-ci entre le S10 et l'iPhone 10S. L'image semble plus nette, mieux. C'est dû à quoi? C'est un traitement logiciel, c'est encore une fois, ou c'est l'optique?
En fait, ça dépend des photos. Donc là, je vois pas exactement de laquelle La photo tu parles. où tu zoomes dans le mur d'une église, je crois. Si je me souviens bien. Tu as pas le retour vidéo, mais c'est celle-là. Ah oui, ça c'est le test Zoom 2X, enfin ou Zoom en général. Et donc, alors il y a deux choses en fait. En fait, ils ont tous les deux une lens de 52 mm. Par contre, le processing, donc le traitement de l'image est un petit peu meilleur sur le Galaxy, et aussi le capteur probablement est un peu meilleur. Et là, par contre, la différence est plus frappante et plus notable de nuit. Ça a toujours été une différence, Stéphane, entre l'iPhone et le Galaxy depuis qu'on les teste, et même avec les Huawei. Quand la lumière vient à baisser, les différences sont plus sensibles entre l'iPhone 10S et le Galaxy S10, Hubert. Oui, alors ça vient principalement de la qualité du module de caméra en fait, parce que Samsung a une lens qui coûte plus cher, tout simplement, qui a une ouverture plus grande, donc c'est un avantage de nuit qui est très difficile à compenser en software. Ils ont toujours le système à double ouverture qui était apparu sur le S9 l'année dernière. On voyait que l'iris changeait. Ça a un impact, ça, concrètement, sur la qualité des photos ? Oui, en fait, ils sont un peu obligés. Le problème quand tu as une ouverture très grande, c'est qu'en nuit, c'est super. Par contre, en plein jour, ça peut affecter la qualité des photos. Tu peux perdre des détails. Donc, on voit effectivement que quand on compare l'iPhone 10 et 10S et Galaxy S10, qu'en faible lumière du jour, il y a une différence, comme on voit sur cette photo. De nuit également, on voit que l'image est un peu mieux équilibrée, dirons-nous, entre le S10 et le Galaxy. Le Galaxy S10, là, encore une fois, c'est dû à la meilleure optique, mais il faut dire que il a 6 mois il est plus jeune de 6 mois, le Galaxy, donc c'est un peu normal qu'il soit un peu mieux équipé, tout simplement. Ouais, mais en fait, en vrai, le Note 9 était déjà meilleur que le 10X, que le 10S en low light. Et en gros, c'est quasiment le même hardware que le Galaxy S9. Par contre, le Note 9 a eu une update HDR que le S9 n'a jamais eu. D'accord. Et au-delà, lorsque tu as vraiment testé le téléobjectif, je me souviens de cette photo, regarde, où on voit que tu zoomes sur une voiture, là tu zoomes vraiment dans l'image. Là on voit vraiment une différence très marquée entre le S10, c'est dur, et l'iPhone 10S. Comment tu expliques ces différences marquées ? Les différences en termes de zoom, c'est principalement dû au module caméra. Ouais. C'est qu'en fait, pour la même spec de zoom, Samsung a un module caméra qui est un peu meilleur. Ouais. Donc verdict du Galaxy S10 aujourd'hui, S10 Plus, est-il le meilleur photophone du marché, Hubert ? Oui, en tout cas, si tu regardes d'un point de vue global, c'est celui qui est le plus flexible. Tu peux aller de ultra wide à zoom. Il est super bon en low light, donc d'une manière générale, oui, c'est le meilleur. C'est ce que notre score montre clairement. Sans surprise pour toi, Stéphane, chaque année on le constate. Sans surprise, non, parce que l'année dernière, il y avait le S9 est sorti, ils ont communiqué sur la qualité de la photo, et il y a eu le Huawei qui est arrivé, qui a le P20 Pro. Et qui leur a fait beaucoup de mal. Qui leur a fait, et donc en gros, aujourd'hui, je ne les ai pas vus communiquer autant sur la qualité de la photo, mais en tout cas, ils ont... Ils ne mettent pas tous les œufs dans le même panier cette année en matière de com. Ce qui est plutôt souhaitable et agréable de la part de Samsung, c'est qu'ils sentaient un peu le danger, que c'était probablement une de leurs dernières chances de pouvoir montrer qu'ils pouvaient encore se battre, et je pense qu'ils ont donné tous les arguments à travers ces nouveaux modèles. Pour moi, c'est plutôt une confirmation du passé, parce qu'il y a eu entre le S8 et le S9, moi je pense qu'on était un petit peu en stagnation. Quand même depuis le S7, le S7 était un excellent photophone, et depuis il n'y a eu pas vraiment d'innovation, même la double ouverture. Il n'y avait qu'une seule optique. Oui, mais dans l'absolu, on sait que Samsung reste bon. Alors après, c'est comme toujours ça. Potentiellement, c'est comme si je te disais, je viens d'acheter une nouvelle Porsche, elle va super vite, mais c'est pas la plus rapide. Voilà, mais elle reste quand même super rapide. Ouais, c'est clair. Mais encore une fois, par contre, l'iPhone se classe que 7e dans ton classement Hubert, parce que tout simplement, il est handicapé par le fait qu'il n'y ait pas de troisième optique ultra grand angle, c'est ça ? Alors, il est handicapé à cause de la performance low light, et si tu n'as pas d'ultra wide, tu as un score de 0 en ultra wide. Un mot avec Stéphane. Non, juste en gros, c'est vrai que là, et c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait un nouveau classement, on va dire plus
plus pointu et qui correspond aux usages des gens et qui soit un peu compréhensible, parce que le DxO Mark, là, on le voyait un peu avec Anne avant, là. Avant, il y avait des scores qui étaient supérieurs pour le Mate 20 Pro et pour le P20 Pro qui étaient bien en dessous. Maintenant, on a les trois à égalité. Donc les scores ont changé. Les scores ont changé. Donc soit ils ont eu la trouille de l'algo d'Uber et ils ont retravaillé le leur, ou alors il y a eu d'autres arguments extérieurs. Je sais pas, qui ont fait trafiquer ce mais en tout cas posera la question. Oui, mais en tout cas ce qu'il y a, c'est qu'en gros là il y a quand même il y a un nouvel enjeu pour le nouvel iPhone de cette année. C'est que là maintenant les concurrents asiatiques, déjà en look, ils sont vraiment superbes. Pour la partie photo, ils ont repris le carrousel d'Apple depuis quelques temps déjà. Maintenant, ça y est. Ouais, ça n'était pas sur le Samsung, je crois, à l'époque, vraiment comme il faut. Et là, maintenant, tout le monde donc, ils ont fait la même chose que l'appareil photo. Donc, aujourd'hui, il n'y a presque bientôt plus aucune raison qu'on ne switche plus. Appareil iOS. Appareil iOS, et encore, non, mais je dis voilà. Et donc, après, il y a le prix. Ça, on en parlera. Mais D'ailleurs, si je peux interjecter, la plupart des gens que je connais qui ont switché sur Android d'un iPhone, c'est à cause de la caméra. Moi, quand je voyage, il y a plein de gens autour de moi qui me disent « Hey Hubert, est-ce que tu peux pas prendre une photo de la bouffe et me l'envoyer par Facebook pour que je la poste ?» Parce que ça... Mais c'est vrai. Exactement. C'est ce que fait Stéphane. Non, bah oui. Mais il a son iPhone pour tout, mais pour le reste, il utilise le Huawei. Il faut réaliser aussi une chose, c'est que je le vois, ça, même s'il reste encore beaucoup d'utilisateurs d'iPhone à Paris, par exemple, en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs d'iPhone 6, 6S, 7, voire 8, donc tout le monde n'est pas passé au 10. Et quand je vois, par exemple, des marques comme Xiaomi, qui vient d'annoncer le Mi 9 avec un score de 107 sur DxO, et nous on l'a testé et qu'il rend très bien, et il est positionné à moins de 500 balles. Donc, on va parler dans un instant du positionnement tarifaire notamment d'Apple et de Samsung. On parle toujours de puissance, mais cette fois-ci de puissance intrinsèque, à savoir la puce et l'autonomie. Origine de la puissance, il y a deux versions de puces qui équipent le S10. La version américaine propulsée par le Snapdragon 855, c'est celle que tu as testée, Hubert. Et la version européenne que tu as entre les mains, Anne, c'est l'Exynos 9820. Apple avait vraiment bousculé avec ces dernières générations de puces le marché. Qu'en est-il des tests sur Geekbench? Regardez, iPhone XS Max avait un score de 4847 et 10577 en multicœur, et le Galaxy S10 est à 3841 et 10957. Le S10 Plus est un peu plus rapide, 4818 puisqu'il a plus de mémoire, je crois, c'est ça, Hubert, et 11586. Donc l'honneur est sauf. Samsung rattrape l'iPhone, voire le dépasse légèrement. Bien que ce ne soit pas un test qui soit très représentatif, c'est un test de puissance brute, on est bien d'accord. Oui, en fait, il faut prendre tous les benchmarks avec un grain de sel, c'est juste un data point, mais si tu veux, Apple a toujours été très bon en processeur, particulièrement en CPU, et donc ça fait plusieurs années qu'il lead sur des benchmarks comme Geekbench. Par contre, ça se reflète pas toujours dans les vraies apps ou dans les jeux, mais c'est important à regarder. Quid de la batterie, quid de l'autonomie, Hubert, parce que toi tu as vraiment pu le tester contrairement à nous. Le S10 annonce 3400 mAh de puissance de batterie, le S10 Plus 4100 mAh. Donc théoriquement l'iPhone serait en retrait parce que lui ils n'ont que pour le 10S 2658 mAh et pour le XS Max 3300 mAh. Après il y a l'optimisation propre à iOS. Qu'en est-il véritablement dans tes tests, Hubert? Écoute, c'est très similaire aux autres phones qui ont ce genre de capacité. Donc, par exemple, tu peux faire une journée sans trop de problèmes. Mais enfin, tous ces téléphones, il faut les recharger au moins une fois par jour. Donc, fondamentalement, ça change pas la donne. Mais par contre, ça donne du confort. Ouais. Oui, ça donne du confort. T'as pas à t'inquiéter de tomber en rade. Ce qui est vraiment agréable, c'est la vitesse de charge. C'est ça sur ce Samsung par rapport à l'iPhone. Oui, alors il est très bien. Enfin, malheureusement, en fait, le Samsung est moyen en vitesse de charge puisqu'il charge à 50 mAh par minute. L'iPhone, donc avec le chargeur par défaut, est très lent avec 20 mAh par minute. Avec le serveur et le Huawei, lui, il charge à 100 mAh par minute. Donc c'est Huawei qui est leader aujourd'hui. Il faut vraiment qu'Apple arrête avec ses chargeurs à moitié prix. Huawei, Oppo, ils sont un petit peu dans le même groupe.
Dernier point sur la 5G. Ce matin, ils n'en ont pas parlé lors de la présentation. Il y a bien une version 5G qui est attendue. Hein. Oui, ils ont bien annoncé une version 5G. Elle est attendue sur certains marchés. Ça ne concerne pas du tout la France. Voilà, on sait qu'il y a encore un vrai point d'interrogation pour les futurs iPhones et la 5G. Hein. Il faut surtout que les opérateurs s'y mettent. Donc, tant que nos opérateurs ne s'y mettent pas, on ne va pas pouvoir le faire. Voilà. En revanche, il va être lancé là, d'ici la fin du second trimestre dans certains pays déjà. D'accord. Donc, ça va plutôt intéresser certains pays. À noter quand même que la version 5G du S10 est un peu différente. Elle a un écran plus grand, 6,7 pouces. D'accord. Elle est un peu plus haute aussi. Et elle a surtout un 4e capteur photo, un capteur 3D. Et puis, point de détail, mais qui n'en est pas un hasard, les Galaxy S10 sont équipés de la dernière génération de Wi-Fi, le Wi-Fi 6, qui va progressivement supplanter le Wi-Fi AC. Allez, dernier point de cette émission, le verdict. Est-ce que le Galaxy S10 est le meilleur des Android et au-delà, le meilleur des smartphones du marché? Alors pour y répondre à cette question, est-ce que c'est le meilleur des Android? Vous avez vu que techniquement, il n'y a pas de problème. C'est aujourd'hui ce qu'on trouve de mieux en matière d'état de l'art du marché. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord avec moi. Oui. Samsung a bien bossé, a bien revu les choses, s'est mis à haut niveau et dépasse largement ses concurrents chinois, voire Apple. Par contre, en termes de prix, le positionnement de prix, là, je suis un peu plus circonspect. Regardez, le Galaxy S10 en version de base, il y a quand même 128 Go de mémoire, c'est important de le préciser, et 8 Go de RAM, 909 €. En équivalent de l'iPhone, 128 Go, c'est 1155 €, donc c'est beaucoup plus cher. La version 72 Go est à 1159. Le Galaxy S10 Plus est un peu plus cher, à 1009 € en version 8 Go, 128 Go, et la version 72 Go à 1259 €. Enfin, la version Plus Performance avec la fameuse céramique, 1 Tera de mémoire, 12 Go, donc une machine extrêmement performante, 1609 €. Donc on est dans des prix stratosphériques, aussi stratosphériques que l'iPhone. Pourquoi un positionnement si élitiste? Est-ce que véritablement Samsung veut faire passer un message, dire voilà, on est vraiment dans le marché de premium et arrêter de nous comparer aux constructeurs chinois qui ne font pas du premium, ce qui n'est pas forcément évident au premier coup d'œil, Anne. Oui, non, mais en fait, il y a eu une segmentation sur le truc, et c'est vrai que le milieu de gamme est devenu entre guillemets un haut de gamme maintenant, et effectivement, ils font vraiment la différence avec ce fameux segment premium. Donc, on le voit sur des slides des constructeurs, on voit premium, high-end, super mid-end, donc pour super classe moyenne, et puis mid-end et enfin le low-end. Donc il y a vraiment pour eux un segment qui est au-dessus du haut de gamme. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas trop cher? Parce que, encore une fois, un iPhone à ces tarifs-là, personnellement, moi je trouve ça choquant, mais un Samsung a fortiori, parce que c'est pas en termes de positionnement, même s'il y a des produits très premium chez Samsung, c'est pas forcément une marque qui inspire le luxe. Elle est une marque généraliste. Oui, non, mais les composants dedans déjà doivent avoir un certain prix, mais je peux juste aussi pondérer les prix. C'est que quand tu veux par exemple prendre ton téléphone avec un abonnement, tu t'achètes un iPhone, ça descendra un petit peu, 300 €, 400 € grand max. Les prix opérateurs. Et dès que tu veux pour l'iPhone, tu descendras de 700 €. Ouais, c'est des prix publics en clair. Voilà. Ouais. Donc en gros, il faut aussi pondérer ça. Si par exemple tu prends ça avec un abonnement avec engagement, ça descendra et ça sera raisonnable. Mais c'est vrai que en gros là, Apple a bien servi de modèle et a fait passer certains caps pour les autres marques. C'est vrai que dépasser les 1000 €, maintenant ça va être pareil, maintenant standard. Bientôt ils vont dépasser, avec les Fold, on a dépassé les 2000 et tout le monde trouve ça pas normal. Enfin bon, c'est un autre sujet. On en reparlera dans un instant. Ouais, mais ce que je peux juste dire, c'est que là maintenant, s'ils veulent éventuellement fidéliser, alors donc ils ne vont pas en acheter un tous les ans, ces gens-là. À ces prix-là, pardon. C'est-à-dire que nous, on va pas. Nous, on est un petit peu particulier, on en achète chaque année, mais le but, quand même, quand on a un téléphone, c'est de le garder 4, 5 ans, 3 ans. 3 ans. Pour Android, c'est un peu compliqué, 4-5 ans. Mais... Tu trouves? Oui, je trouve. Là, mais il faut quand même des arguments. Des gens avec des 6, des 7. Sans problème. Bon, je dis une bêtise. Ton avis, Hubert, sur le positionnement assez élitiste de ce téléphone, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de la part de Samsung quand tu vois qu'Apple s'est quand même un peu cassé les dents avec ses augmentations de prix? On a vu que c'est un peu plus difficile de vendre des iPhones, notamment le 10R. Alors en fait aux US la gamme Galaxy S10 en général elle coûte en gros $100 de moins que l'équivalent Apple. Ce qu'il faut pas oublier aussi c'est que si tu achètes un S10 tu peux avoir une micro SD ce qui est beaucoup moins cher que de prendre l'upgrade pour juste avoir plus de storage. Donc ça c'est un facteur à prendre en compte et je pense que c'est équivalent un petit peu plus ou moins au S9. Donc il n'y a pas de raison que ça marche moins. Hubert, entre-temps les constructeurs chinois sont arrivés, c'est-à-dire
pour la moitié prix de ça. Pas aux US déjà. Oui, mais en Europe en tout cas. Mais pour la moitié du prix, tu as un téléphone chinois. Il est très difficile comme ça, au premier coup d'œil, de voir une vraie différence en termes de qualité de fabrication en tout cas. Pour la moitié du prix. Là où je suis d'accord, c'est que c'est très proche. Avec le même par contre, système c'est pas identique. Oui, non, mais évidemment. C'est pas identique. Et par contre, il faut aussi prendre en compte, alors ça c'est juste d'un point de vue business, que des marques comme Xiaomi, par exemple, ils vendent à prix coûtant. Ou certains disent que Huawei n'ont pas besoin de gagner d'argent. Bon, ça ne change pas la réalité sur le terrain. Ouais. Mais en fait, dans beaucoup de marchés, enfin en tout cas dans le marché américain, il y a très peu d'offres. En fait, on a le OnePlus qu'on peut acheter pignon sur rue, mais c'est à peu près tout. Oui, mais le OnePlus est nettement moins cher. Oui, que ce que fait Samsung aujourd'hui. Mais je pense pas que les gens le comparent. Est-ce que les gens disent pas. En fait, si tu veux, les gens qui achètent un OnePlus, c'est aussi parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'acheter un S10. Ouais. Anne, tu penses véritablement que les gens font la différence aujourd'hui entre la qualité d'un S10 avec un iPhone? Effectivement, c'est un Apple, ils s'attendent à ce que ce soit cher et a priori, s'ils ont les moyens, ils vont acheter un iPhone. Mais est-ce que les gens peuvent comprendre qu'aujourd'hui, que pour $500, tu as un OnePlus et pour $1,000, tu as un Galaxy S10? Ouais, mais c'est toujours en fait une question d'image de marque. Donc potentiellement, oui, nous... les geeks, les technophiles, ils vont comprendre. Oui, mais je ne suis pas sûr que monsieur, madame, tout le monde comprenne ça. Madame, tout le monde, et c'est un vrai problème pour Samsung aujourd'hui, plus que pour Apple. Pour Samsung, oui et non en fait. C'est un problème pour Samsung dans la mesure où effectivement, tu as des marques chinoises qui arrivent, qui proposent la même qualité pour un prix moindre, mais en fait, pour monsieur et madame tout le monde en dehors de Paris, on en est encore à la phase Samsung, ça reste le top, avec Apple, et puis il y a tout le reste. Et je pense que c'est parce que c'est vrai qu'on est on discute dans un microcosme assez parisien et assez technophile, qui fait que finalement on a l'impression de percevoir les choses. Mais il suffit de voir le fameux duo Huawei-Honor. Honor, c'est quand même la marque cheap, entre guillemets cheap, de plus Huawei. Grand public. Ouais. Et en fait, je remarque c'est le Xiaomi de Huawei. C'est un peu ça. Sauf que quand tu regardes les chiffres de vente des deux marques en même temps, tu te dis mais en France, et les deux fonctionnent de la même manière. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une perception, c'est juste une perception, et c'est là où le marketing joue énormément, et je pense que Samsung est très très fort là-dedans. On aura oui, ils vont vouloir investir beaucoup en marketing, croyez-moi. Mais moi je suis assez d'accord avec, je pense que je ne suis pas certain que le positionnement, ils vont être obligés de se lancer dans une guerre des prix, de même qu'Apple va être obligé de se lancer dans une guerre des prix face aux constructeurs chinois, parce que tu le disais, ils n'ont pas d'objectif de rentabilité, les constructeurs chinois, ils achètent de la part de marché. Alors aux États-Unis, vous êtes relativement protégés parce que certains téléphones sont interdits de vente là-bas et on sait que Huawei est un peu dans l'œil du cyclone. Mais voilà. Alors, dernière question pour conclure cette émission et pour finir sur le sujet de Samsung, est-ce que c'est pas une erreur quelque part d'avoir présenté en même temps que le Galaxy S10 le Galaxy Fold qui est encore plus haut de gamme et qui quelque part pourrait inciter des acheteurs potentiels à différer leur achat tout simplement? Non, parce que pour moi, le Galaxy Fold et donc son concurrent, le Huawei Mate X, en gros, ce sont des smartphones qui s'adressent aux technophiles et c'est surtout une image de marque qu'on vend. On sait qu'Apple ne pourra pas arriver sur ce marché avant 1 ou 2 ans. C'est clair. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On innove et on montre qu'on est devenu une société innovante, parce que Apple ne l'est plus pour l'instant. Voilà, c'est pas l'objectif, c'est pas forcément d'en vendre, c'est juste vendre des caisses. Voilà, c'est plutôt de montrer, faire de la com en clair, du marketing. Exactement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Florian. Oui, donc cette semaine, mon coup de cœur, c'est tout simplement l'application Audible d'Amazon. Pourquoi ? Je passe maintenant beaucoup de temps dans les transports, j'ai plus le temps de lire et c'est vraiment génial. Pour moi, c'est une grande découverte. Avant, je lisais. Maintenant, je ne lis plus, j'écoute. Il va faire des versions audio du Journal du Geek et ça continue parce que si plus personne nous lit, je ne sais pas ce qu'on va faire en cher. Un podcast peut-être. Un podcast, oui, on y travaille. Merci Florian. De ton côté, Hubert, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, cette semaine, moi, j'ai choisi le HoloLens 2, donc le casque de réalité augmentée de Microsoft. Ouais. La première version avait une intégration entre la 3D et le réel qui était incroyable. Le seul défaut, c'était le champ de vision qui était un petit peu étroit. Donc maintenant, c'est résolu. Donc le HoloLens 2 double le champ de vision initial et du coup, il devient le meilleur casque AR du moment. Ouais, on voudrait juste qu'ils soient un peu plus accessibles au prix, mais ça viendra. Et puis je suis curieux de savoir si Apple va en sortir un. On va voir. C'est plutôt des usages B2B aujourd'hui, c'est ça essentiellement. Oui, c'est là où est le marché. Ouais, donc c'est sûr que si c'est du B2B, Apple n'ira pas tout de suite.
Stéphane, en plateau, quel est ton coup de cœur ? Le dernier album de Kerenan qui sort le 15 mars et qui est en disponible en précommande. Donc une semaine après donc la diffusion de cette émission, vous pourrez l'avoir sur toutes les bonnes plateformes. Et depuis mais pas en HD semaines, chez Apple. Non, oui, non, pas chez un HD, mais en tout cas, en gros, c'est un album en français, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques temps. Et il y a le premier extrait qui est sous l'eau, qui est disponible depuis quelques semaines et qui est une véritable plaisir. Et justement, pour bien profiter de nos téléphones, écoutez son album. Ouais. On va essayer avec comment ça s'appelle, les Galaxy Buds. Galaxy Buds. Ils ont même pompé quand même. Alors ça le design de l'encoche, ça ressemble beaucoup quand même aux AirPods. C'est aplati, mais ça, c'est des intras. Non, ça ressemble pas du tout. Non, le boîtier ici. Regardez l'encoche sur le côté. Tout pour Apple, le fanboy. Par contre, c'est des fanboy. Mais non, par contre, c'est des intras. Ce sont des intras. Et c'est mieux. Bon, c'est ça. C'est vachement bien. C'est super confortable. Et en fait, en plus, on dirait pas, mais c'est au même prix. Ils sont au même prix. Ça marche aussi sur un iPhone accessoirement, mais vous n'avez pas la synchro. C'est ça ton coup de cœur cette semaine ? Pas du tout. Mon coup de cœur, c'est une imprimante en fait ça a mes pieds. Non, en gros, c'est ma chaussure, tout simplement. Il m'a fait peur. J'ai dit, que fait-il ? Non, c'est ma chaussure parce que c'est la Adapt Bébé, donc de chez Nike. Et donc, on a ces deux petits boutons et c'est à lassage automatique. Donc, quand on met sa chaussure, ça se lasse automatiquement. J'adore ça. On peut le contrôler avec son iPhone ou son Android pour lasser, pour changer la couleur des LED ici. Voilà. C'est indispensable. C'est tout con, mais j'adore ça. Et ça compte pas les pas en plus. Ça y est, on est dans Retour vers le futur. C'est ça. C'est en fait c'est les chaussures de Martin McFly. Parce que là, j'ai l'impression d'être largué là. Bon, bien. Alors moi, j'essaie de rivaliser avec ça. C'est pas évident. Regardez, moi, c'est la dernière caméra d'action, action cam de GoPro. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas jeté un coup d'œil aux nouveautés de GoPro. Et celle-ci est apparue il y a quelques mois déjà, la Hero 7 Black. Il y a une version limitée. Regardez, on la montre en vidéo, qui est la version blanc cendré. Ça va être toujours Black, mais blanc cendré, ça fait bizarre, mais je la trouvais plus sympa. C'est ça là notre coup de cœur. Nous allons essayer de vous en faire l'illustration et un test complet dans quelques semaines, puisqu'on prépare une émission spéciale d'On refait le Mac enregistrée à bord d'une Tesla Model 3. Oui, rien que ça. Mais chut, on n'en parle pas trop. Et on essaiera de vous montrer la valeur ajoutée de ce type d'action cam par rapport à un modèle standard du marché, parce que tout simplement dedans il y a notamment un stabilisateur optique. Et quand on va se balader sur les pavés dans Paris, vous allez voir une vraie différence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 325e épisode d'On refait le Mac. J'ai salivé, mais c'est pas grave. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Vous revenez quand vous voulez, messieurs, bien sûr. Grave. Et tu remets ta chaussure, s'il te plaît. Non, je la laisse comme ça. Voilà, je vous donne rendez-vous quant à nous la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.